à tous, vous êtes dans votre émission Ensemble c'est mieux et pour bien démarrer cette semaine, eh bien on parlera d'abord de décoration. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurence. On parlera de quoi? Vous nous emmenez en voyage un petit peu, dans notre tête en tout cas. C'est ça, ce matin je vous emmène outre-Atlantique visiter une maison qui a été aménagée dans un style loft new-yorkais. Oh, ça va nous plaire ça, bon on a hâte de voir ça. On parlera également du don avec vous Céline. Oui, on parlera du don entre particuliers, plus particulièrement. Plus particulièrement, bien entendu. Nous verrons également comment prendre soin de notre peau en cet hiver. C'est pas forcément si simple, alors nous écouterons les conseils avisés d'une naturopathe. Puis nous vous présenterons aussi un très joli projet nord-finistérien du local dans le bocal. Un nom un petit peu mystérieux, on lèvera le voile dans quelques instants. Et puis enfin, bien entendu, on n'oublie pas Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Ce matin, c'est un petit chien, il s'appelle Ethan, il a 6 ans et il nous attend évidemment. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à vous tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en forme ce matin? Oui. Ça va, tout le monde, on n'a pas trop la peau qui tire. En cet hiver, il fait un peu frisqué quand même. Hein. Il fait froid, oui, ça agresse un peu la peau, c'est vrai. Bon, alors on va voir comment la chouchouter, cette fameuse peau. Alors, je vous propose tout de suite une petite introduction en images. En hiver, ça rate pas, j'ai la peau qui me tire. Et moi, bonjour la classe, c'est les rougeurs. 65% des Français considèrent qu'ils ont une peau sensible. Sécheresse, rougeur, picotement. En hiver, avec le froid et le vent, notre peau est soumise à rude épreuve. Principal risque, le dessèchement. Air froid et sec à l'extérieur, plus chauffage en intérieur, c'est la cata. Premier conseil tout bête, couvrez-vous. Pensez aux gants et à l'écharpe lorsque vous sortez. Et n'abusez pas du chauffage qui assèche l'air. Et surtout, hydratez votre peau. Usez et abusez des crèmes plus gourmandes et plus épaisses qu'en été, riches en céramides et en acides gras. Pour le corps, pensez au lait hydratant ou à l'huile sèche, ça évite les picotements dus au froid. Messieurs, ne zappez pas le baume après rasage. On n'oublie pas non plus le baume pour les lèvres, en particulier chez les enfants. Le must, les baumes naturels à la cire d'abeille. Dites adieu au bain chaud, même si c'est trop bon. Préférez des douches tièdes qui n'abîment pas la couche protectrice de la peau. Évitez les savons trop agressifs. Pour vous hydrater, buvez minimum 8 verres d'eau par jour. Et privilégiez une alimentation riche en acides gras essentiels. Poissons gras, fruits secs, agrumes, noisettes, etc. Avec tout ça, si vous n'arrivez pas à sauver votre peau, Ouais, voilà, on va tout faire pour ce matin, justement, sauver notre peau. Tiens les filles d'ailleurs, Aurélie, Céline, est-ce que vous avez une petite astuce chacune pour justement passer le cap de l'hiver et avoir une peau à peu près en bon état? Je crois que je ne vais pas être un exemple du tout, parce que dans ce qui a été... Voilà, non, en fait, si, je mets de la crème de jour, mais je crois qu'il faut changer normalement entre hiver et été, par exemple, et je ne fais même pas ce changement de crème. Je ne suis pas... J'ai hâte de vous entendre. Il y a différentes façons de faire. On n'est pas non plus obligé d'utiliser des crèmes. On va voir ça tout à l'heure, justement. Aurélie, petite astuce peut-être avant qu'on démarre? J'ai pas une astuce particulière, mais c'est vrai que c'est surtout avec les enfants, en fait, où on voit que la peau s'assèche aussi. Et du coup, je nettoie plus avec des crèmes qu'avec de l'eau l'été. Et oui, donc il y a une petite... on s'ajuste. On s'ajuste effectivement à la saison, à ce froid qui s'installe. Bonjour Blandine Baudou, Bonjour, vous êtes Laurence. naturopathe. Oui. Sauver notre peau en hiver, ça passe d'abord par quoi? Est-ce que ça passe par l'alimentation d'abord? Elle est plus grasse en hiver quand même? Ça passe déjà par une bonne hygiène de vie. Déjà le sommeil qui est très important. Il faut bien dormir pour avoir une belle peau, puisque les cellules de la peau vont se régénérer la nuit. D'accord. Donc il faut commencer par ça. Minimum 8 heures. Après ça dépend des gens, mais... On voit de toute façon quand on a bien dormi qu'on a quand même un teint plus clair, plus lumineux. Donc le sommeil, c'est très important. Évidemment, boire beaucoup. Et puis éviter aussi café, alcool, tabac, la pollution au maximum, évidemment. Quand on peut, ce qui n'est pas évident. Alors quand on ne vit pas dans une grotte, comment on fait? Peut-être l'alimentation, des éléments nutritifs voilà, que vous pouvez nous conseiller, qui sont peut-être qui aident à régénérer un petit peu cette peau agressée. En fait, il faut avoir une alimentation riche, comme ça a été dit dans le petit document, en acides gras essentiels, donc en oméga 3. Quel type d'aliments, par exemple? Alors, ça va être dans les poissons gras, ça va être dans les huiles végétales, donc les huiles de colza, huile de cameline, huile de lin, l'huile de noix. Parce qu'on a tous une alimentation assez carencée en oméga 3 dans notre régime occidental, et c'est quand même très très important. Donc pour la peau, pour l'élasticité, pour la souplesse, pour l'oxygénation des cellules, et puis en plus dans la peau, il y a des lipides, donc il y a des oméga 3, donc c'est très important. Après, il va nous falloir des minéraux aussi. Et oui.
Donc là, on en trouve dans les oléagineux. Donc il nous faut notamment du zinc, du sélénium, du cuivre. Oléagineux, dans également les légumineuses, dans plein d'aliments, dans les légumes aussi. Donc voilà. Vous préférez des produits bio peut-être ? Ça va parler à Fabrice le qui est bio. juste à côté de vous. Oui. Ouais. Évidemment, dans le bio, vous allez avoir davantage... Bon, déjà, on n'aura pas des pesticides, qui sont aussi des toxines pour l'organisme. Et puis, il y a davantage aussi de vitamines, de minéraux dans les aliments bio. Et dans les aliments complets aussi. Ah oui. Puisque tout ce qui est aliments transformés, raffinés, c'est vide de vitamines, vide de minéraux. Donc c'est pas très intéressant et en plus ça va entraîner de l'inflammation aussi au niveau de la peau. D'accord, ça va avoir du sens pour Fabrice qui est juste à côté de vous, qui nous présentera tout à l'heure son beau projet. Hydrater, c'est la clé de l'intérieur et de l'extérieur. Alors évidemment c'est important d'hydrater, ouais. Alors de l'intérieur, oui, avec l'eau, ça va pas être que de l'eau, les tisanes, bien sûr, le thé aussi qui a en plus antioxydants, le thé vert. Donc les antioxydants sont aussi très très importants. Pour pouvoir lutter contre le stress oxydatif qui entraîne le vieillissement de la peau. Et puis les potages aussi, on s'hydrate aussi avec notre alimentation. Dans les légumes et dans les fruits, il y a aussi de l'eau. D'accord. Alors pour s'hydrater de l'extérieur, par la peau, sur la peau directement. Sur la peau. Vous privilégiez quoi ? Quel type d'ingrédients beauté, entre guillemets Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément des choses qui contiennent de l'eau, mais les huiles végétales, même les oméga 3 par l'intérieur, en fait, évitent l'évaporation de l'eau. Et donc les huiles végétales aussi. D'accord. Donc lesquelles, par exemple ? Donc le jojoba, par exemple, la coco, l'abricot, l'avocat, qui vont être très intéressantes à utiliser sur la peau, qui nettoient bien la peau. Surtout le jojoba qui désincruste les pores, qui régule le sébum, l'excès de sébum. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, je pense qu'il faut justement parler des crèmes, mais les huiles, c'est mieux parce que c'est plus neutre aussi. Dans les crèmes, vous allez avoir plein de choses dedans. Au moins une huile végétale, vous savez ce que vous mettez. Le gel d'aloe vera, c'est pareil. Les hydrolats aussi, qui sont très intéressants pour la peau. Donc vous en avez quelques-uns à nous conseiller peut-être ? Oui, vous avez les licryses italiennes pour les peaux notamment qui ont tendance à rougir, les peaux qui couperosent, qui sont très sensibles et réactives. Vous avez l'hydrolat de géranium rosa qui peut être utilisé par tout le monde. Mais qui va être anti-rides aussi, qui prévient les rides, donc c'est intéressant. Pour les peaux grasses, vous avez le romarin verbenone, le titri, donc voilà, vous avez des hydrolats. La camomille qui va être apaisante aussi. Bon, donc on a un large choix, un panel au naturel pour entretenir sa peau. Est-ce qu'on peut avoir des rituels particuliers au quotidien ? Parce que c'est peut-être ça, l'important, c'est la régularité du soin aussi. Alors l'hiver, ce qui va être bien, c'est d'avoir des soins un petit peu plus riches quand même. Donc l'huile végétale de coco, le karité, qui protège la peau, qui empêche le vieillissement, qui la répare aussi, sont intéressants. Donc ça, c'est bien à utiliser. Et puis le gel d'aloe vera qui hydrate aussi, vraiment très bien. Donc en rituel, moi je vous conseille un petit baume démaquillant facile à faire avec, donc, comme je vous le disais, donc, de l'huile végétale de coco, du karité, de l'huile de jojoba, la vitamine E qui va être antioxydante, et puis c'est un vrai soin pour la peau en fait, puisque vous allez vous masser. Et donc après vous allez rincer avec un petit hydrolat, un petit coton doux, et puis ensuite vous allez mettre par exemple un sérum que vous allez faire avec de l'aloe vera et de l'huile toujours. Voilà, c'est un sérum maison. C'est un sérum maison, donc vous mettez 45 ml de gel d'aloe vera, 15 ml d'huile de jojoba et une huile essentielle adaptée. Vous mélangez le tout et ça vous, à la place d'une crème hydratante matin et soir, c'est très intéressant. Bon, voilà une petite astuce, une petite recette à faire nous-mêmes à la maison qui ne coûte pas trop cher en plus. Non, ça coûte pas grand-chose et c'est vraiment très efficace. Bon, vous voyez, des super idées. Est-ce que j'avais entendu dire aussi sur l'hiver, on pouvait rajouter, par exemple, si on prépare une purée ou quelque chose, de rajouter justement une cuillère d'huile ou quelque chose pour justement l'ajouter. Les huiles végétales, on peut en prendre 2 cuillères à soupe à chaque repas. Donc, mais évidemment, le cru, on ne va pas les cuire, c'est vraiment des huiles à ajouter. Non, mais c'est vrai qu'on peut se dire, je fais ma cuisson, donc ça va, mais non, c'est à ajouter. Donc oui,
dans la purée, dans les salades. D'accord. Tout à fait. Voilà encore une astuce. Allez, on va maintenant retrouver Jonathan, notre expert en environnement. Vous le savez, il s'est aussi intéressé, lui, aux petits bobos de l'hiver en prenant soin de nos lèvres avec un baume naturel. Je vous laisse découvrir la recette. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul. Bonjour, je m'appelle Ginette. Aujourd'hui, nous sommes dans la maison des experts et grâce à Jonathan, nous allons découvrir comment fabriquer un baume pour les lèvres naturel. Bonjour Jean-Paul, bonjour Ginette. Bonjour Jonathan. Pour hydrater nos lèvres en hiver, on utilise bien souvent des sticks à lèvres qui contiennent des substances toxiques pour vous et pour l'environnement. On va fabriquer ensemble un baume à lèvres zéro déchet et surtout naturel. Ça vous dit? Super, merci. On y va. Pour fabriquer un baume à lèvres de 10 ml, l'équivalent d'un stick, on va voir qu'on peut utiliser des produits naturels, contrairement aux baumes qu'on peut trouver en pharmacie qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens et d'allergènes. Pour commencer, on va utiliser un bol résistant à la chaleur et on va y mettre le beurre de karité. Et ce qui est intéressant avec le beurre de karité, c'est que c'est riche en acides gras et c'est plein de vitamines. On va en mettre 5 grammes. On va également ajouter de l'huile végétale et on a choisi l'amande douce, qui est une huile qui va permettre d'adoucir vos lèvres et de les hydrater. On va en mettre une cuillère à café. C'est ce qu'on utilise pour les bébés. Tout à fait, voilà. Tout à fait Ginette. On va poursuivre la préparation du baume à lèvres en plaçant notre bol dans une casserole pleine d'eau pour faire chauffer notre mélange à feu doux au bain-marie. On va maintenant ajouter un ingrédient qui va permettre de donner de la consistance à notre baume et en plus d'hydrater en profondeur. La cire d'abeille. Et on va en mettre 5 grammes. On va laisser fondre et on va mélanger, on va remuer un petit peu. On va maintenant ajouter un ingrédient essentiel pour notre baume, pour lui donner une durée de vie plus longue, c'est la vitamine E. On va en mettre 2 gouttes. Avant de donner de la consistance à notre baume à lèvres, on va ajouter un petit peu de parfum. Et notamment en mettant quelques gouttes d'huile essentielle. D'accord. J'ai choisi la lavande aujourd'hui. Jean-Paul, est-ce que tu pourras en mettre 2 gouttes? Il faut savoir que la lavande, c'est cicatrisant. Et maintenant, avant que la cire d'abeille ne se solidifie, on va verser notre mélange dans un petit pot pour pouvoir conserver notre baume. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir laisser reposer tout simplement notre baume pour qu'il se cristallise, pour qu'il se fige. Après, ma petite astuce, si vous voulez avoir un baume qui soit facilement transportable, vous pouvez tout simplement faire de la récup en utilisant un vieux stick à lèvres. En plus d'être écologique et naturel, ce baume à lèvres va coûter 3 fois moins cher qu'un baume à lèvres qu'on peut acheter dans le commerce. Et il sent bon. Et il sent bon, tout à fait. Merci Jonathan. On résume. Pour fabriquer un baume à lèvres naturel de 10 centilitres, mélangez 5 g de beurre de karité et 1 cuillère à café d'huile d'amande douce. Placez ensuite le mélange au bain-marie et ajoutez 5 g de cire d'abeille et 2 gouttes de vitamine E pour une bonne conservation. Pour finir, ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de lavande et versez le tout dans un récipient ou dans un ancien stick à lèvres. Et voilà, vous savez désormais fabriquer un baume à lèvres bon pour votre santé et pour l'environnement. Bon, voilà, encore une astuce, une recette. On est paré pour l'hiver, là, je crois qu'on est pas mal. Hein. Ça nous amène au don entre particuliers. On va se réchauffer le cœur, cette fois. Oui. Pourquoi avoir choisi ce thème, Céline ? Alors, j'avais envie aussi de casser des a priori. C'est une très bonne comme idée. moi, vous avez certainement entendu ces phrases « L'homme est un loup pour l'homme oui. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur les gens sont tellement de plus en plus individualistes. Un tableau assez noir, finalement. Alors oui, il y a des loups qui veulent être le chef de meute, mais pas uniquement. La générosité, l'altruisme est au cœur de la nature humaine et c'est prouvé scientifiquement. La vie, oui, parfois nous amène à conserver nos biens au cas où, ou bien par affect, ou parce qu'on n'a aussi pas le courage de vider nos greniers. Mais donner, c'est inné. On peut donner à des associations, des ONG, que ce soit d'ordre financier, matériel, compétences.
Il y a d'ailleurs la moitié des Français qui versent des dons et un quart qui fait partie d'une association. Donc on n'est pas si égoïste que ça. Mais aujourd'hui, je voulais effectivement m'intéresser aux dons entre particuliers. Alors, quel type de dons peuvent se faire entre particuliers? Expliquez-nous un petit peu. Alors, on peut donner des meubles, de l'électroménager, CD, livres, DVD, jouets, accessoires de décoration. Il y a beaucoup de choses que l'on peut donner qui sont finalement, qui nous est inutile aujourd'hui, mais en bon état et qui pourraient faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, on peut, vous avez peut-être entendu parler ou vu même des cabanes à dons dans les rues. Oui. Donc, c'est une cabane où on dépose ce qui ne nous est plus utile et on peut prendre ce dont nous avons besoin. C'est un concept qui est né en 2011 à Berlin et qui s'est étendu dans plusieurs pays, dont la France. C'est un mode de consommation alternatif, participatif, qui vraiment favorise le partage, l'entraide. Donc, superbe initiative. Et dans la notion de boîte, comme ça, il y a aussi des boîtes dédiées aux livres. Voilà, des boîtes à livres. Il y a même des frigos en libre service pour éviter de gaspiller de la nourriture sur le point d'être périmée et qu'on ne mangera pas, ou voilà, donner pour éviter de jeter. Donc c'est aussi anti-pollution, anti-gaspillage, voilà. Il y a pas mal de projets de ce type qui ont fait partie du budget participatif de la ville de Rennes, par exemple. Par exemple, mais ça se fait certainement dans d'autres villes de Bretagne, bien entendu. Oui. Vous vouliez parler également d'une autre idée, d'une boîte un peu particulière. Oui, que j'ai expérimentée et qui m'a beaucoup touchée. En fait, je suis allée dans une librairie dédiée au voyage et j'y ai trouvé cette boîte à enveloppe voyageuse. Le principe, c'est simple. Vous prenez une enveloppe qui est vide sur le côté, vous insérez, vous indiquez votre adresse et vous la mettez dans la boîte qui sera piochée par une autre personne sur le point de s'envoler vers une autre destination. C'est génial comme idée. C'est génial. Et en fait, le jour de Noël, on voit mon sourire. J'ai reçu une enveloppe et je reconnais mon écriture. Et je me dis, mais comment ça se fait que c'est mon écriture, c'est cette enveloppe? Et ce sont deux petites londoniennes qui avaient pioché mon enveloppe et qui ont consacré un petit peu de leur temps pour me partager un morceau de leur vie. Donc j'ai beaucoup aimé ce partage, mon esprit s'est évadé. C'est chouette. Et ouais, c'est très touchant. Et du coup, moi j'ai envie de développer ça partout. Et puis vous vous dites bien qu'elles attendent ma réponse. Et vous me connaissez, j'aime les rencontres, j'aime la découverte. Et comme je le disais dans l'émission de lundi, il y a le top 5 qui dit que l'Angleterre est dans les destinations phares, donc pourquoi pas y aller? Mais voilà, c'est vraiment, vraiment touchant comme démarche. Ouais. Et puis si on revient sur les boîtes de dons d'objets variés, divers, meubles, etc., il y a aussi des boutiques qui s'installent. Il y en a une à Rennes, rue Le Graveran, qui est ouverte 2 après-midi, où on prend, on donne. Et des événements comme des gratis-férias, voilà, pour le mot gratis, j'imagine, c'est des vides-greniers sans contrepartie monétaire. Donc généralement, pour le ménage de printemps et avant Noël, c'est souvent organisé. Et ça fonctionne très bien toute l'année. On peut aussi publier des annonces en ligne? Effectivement. Au même titre que quand on veut publier une annonce avec un prix attractif ou pas, il y a des sites qui existent où c'est juste publier des photos et indiquer le lieu où on peut le récupérer. Donc il y a donon.org, recup.net, ConsoGlobe, qui a une page dédiée aux dons, et give.com. Ce sont vraiment des sites que j'ai sélectionnés, mais il y en a beaucoup d'autres. Le principe, c'est simple, on publie une photo. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de chez soi. On ne bouge pas, la personne vient chercher ce qu'elle souhaite récupérer et il n'y a pas de négociation de tarifs, ce qui est aussi très pratique. Il est pas mal. Donc en gros, on désencombre notre intérieur en faisant plaisir à quelqu'un qui en a besoin et puis aussi à la planète, parce que forcément... Exactement. Et puis ça fait du bien, parce que la définition du mot don, c'est donner sans contrepartie. Ouais. Alors certes, s'il y a un échange de services, de biens ou de monnaie, ce n'est plus un don. Mais je ne suis quand même pas totalement d'accord avec cette définition parce qu'il y a des bienfaits au don. Ça rend plus heureux. Il y a une étude scientifique qui existe et qui montre qu'en fait, ça libère des endorphines, c'est l'hormone du bonheur. Et donc, ça diminue le stress, ça rend plus heureux, ça donne plus confiance aussi envers les autres. Et c'est bon pour la planète, meilleure estime de soi. Moi, j'y vois que du bon. Videz vos vides-greniers, n'attendez plus, et puis donnez, vous serez heureux. Donner fait autant plaisir que recevoir, finalement. Exactement. Bon, vous avez l'habitude d'aller vers des cabanes à dons, des choses comme ça, les uns les autres Non. Un petit peu les boîtes à livres, moi les boîtes à livres, Bon. Des fois, il y a des petites pépites quand même. Hein. C'est vrai, on peut y trouver des... Ouais, puis on peut mettre aussi des livres. Et puis on peut aussi en mettre, bien entendu. On va maintenant partir, si vous le voulez bien, naviguer sur le canal de Nantes à Brest. On va prendre un petit bol d'air. Initialement, vous savez, il était dévolu au transport de marchandises. Eh bien, le canal, il fait aujourd'hui le bonheur des randonneurs et des cyclistes. On va partir vers le Finistère, entre Carhaix et Lannion. Gwenaëlle Bron, Aurélie Janssen et Julien Abgral ont embarqué avec un homme qui était éperdument amoureux de Patricia. Vous allez voir qui c'est.
Yannick. Salut Patrice. Comment vas-tu? Bien et toi? Bon. Non. Cool. C'est reparti. C'est reparti. Au rendez-vous des bons copains, ils sont toujours là. Et n'ont Dieu que pour elle, la belle Patricia. Donc pour mettre en route, on check eau, gasoil. Yannick Daniel est tombé amoureux tout jeune alors qu'elle transportait encore de la pierre. Il y a 8 ans, il réalise un rêve, il l'achète. Et c'est parti pour 10 km et 3 heures de navigation, avec en chemin quelques obstacles. On arrive, l'écluse est juste à gauche, avec généralement une belle branche qui n'est pas du tout élaguée. Ça fait 3 ans qu'on demande. Avec les copains, ils militent pour un retour de la navigation sur le canal, tombé en désuétude dans les années 50. Leur ambassadrice, la Patricia. Après l'avoir retapé, Yannick met à l'eau l'ancien chaland il y a 3 ans. Première remontée quand même vachement stressante avec plein de gags. Mais une fois qu'on a fait la première remontée, après on a de cesse que de redescendre et puis de remonter et de redescendre. Et c'est comme ça qu'on entretient la voie d'eau. C'est comme ça, il faut naviguer. Ça reste une opération assez stressante parce que c'est des gros bateaux. On peut faire des dommages qui sont conséquents. Mais ça reste, c'est l'aventure, c'est encore l'aventure, quoi. Commencé sous Napoléon en 1804 pour des raisons stratégiques, le canal de Nantes à Brest va s'adapter au fil du temps, avec une première vocation, le transport de marchandises. Sur cette partie du Finistère, on remontait du sable coquillé du Merle et du 13, de la rade de Brest, et on descendait des ardoises. Il y a des ardoisières tout du long du canal jusqu'au barrage de Guerlédan. 1900, arrivé du chemin de fer, le canal tombe en désuétude et il s'endort. L'hydroélectricité, puis l'arrivée de la navigation de plaisance au milieu du XXe siècle créeront de nouveaux souffles. Une histoire que les nombreux marcheurs et cyclistes découvrent dans la maison éclusière de Rosvéguin. Aujourd'hui, l'utilité première du canal de Nantes à Brest, c'est tout ce qui est activité de randonnée, mais aussi une activité économique de production d'eau potable. Il faut savoir que c'est un peu plus de 8 millions de mètres cubes d'eau qui sont extraits tous les ans du canal de Nantes à Brest dans la partie finistérienne et ça alimente à peu près 200 000 Finistériens. Retour sur la Patricia qui, à chaque écluse, fait le spectacle. Ça tape à chaque fois? Presque. Là, ça a touché là encore. Parfois on arrive à rentrer sans toucher du tout. Les écluses, adaptées à l'origine au gabarit breton, se sont déformées avec le temps et la végétation. Résultat, le passage de la Patricia est millimétré. Pas d'éclusier en poste sur cette partie du canal, Marcel et Marc apportent un coup de main indispensable. J'ai toujours rêvé de travailler sur le canal et de voir les bateaux, surtout de ce genre de bateaux, le péniche. Peut-être qu'avant de partir en retraite, je verrai des bateaux de nouveau, on verra bien. C'est parti court. Entre le développement de la navigation, la préservation du patrimoine historique et biologique, le canal de Nantes à Brest saura-t-il s'adapter comme il le fait depuis près de 200 ans? Cet ouvrage exceptionnel n'a pas fini d'écrire son histoire. Voilà, une très très belle idée de promenade. C'est assez tentant, puis cette navigation comme ça, au fil de l'eau, lentement, éloge de la lenteur. Oui. Ça fait du bien aussi. On va vous retrouver, Fabrice Bernard. Bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes le créateur de la société du local dans le bocal. C'est un très joli nom, c'est original. Merci. Vous l'avez créé pour quelle raison, cette société? Expliquez-nous un peu votre parcours. Donc en fait, moi j'habite à la campagne, à Lannoy-Arnaud, dans le Finistère Nord. Et je suis cuisinier depuis mes 15 ans et j'ai travaillé dans le traditionnel et également dans la restauration collective. Et depuis quelques années, j'avais envie de revenir au cœur de mon métier, c'est-à-dire travailler avec des produits finalement assez simples et surtout locaux. Donc du circuit court. Du circuit court, ça, exactement. Vraiment votre idée. Et puis vous rapprochez des producteurs. Voilà, locaux. Exactement, parce que c'est vrai qu'on a la chance, là où j'habite, d'être dans une région quand même très agricole, avec énormément de fermes, tant en légumes qu'au niveau de la viande. Et du coup, on a tout ce qu'il faut sur place. C'est comme ça que vous avez une belle peau. Pas besoin de crème, pas besoin d'huile. Exactement. Vous dites que c'est travailler en intelligence. C'est le retour au bon sens, finalement? Ouais, carrément. Parce qu'en fait, on a de la viande qui habite... Enfin, on a des producteurs, qui habitent à quelques kilomètres des lieux de production. Ouais. Donc moi, j'habite sur Lannoy-Arnaud, mais mon laboratoire est à Tréflez. Donc ce sont 2 communes...
proches l'une de l'autre. Et mes producteurs habitent à quelques kilomètres du labo. Donc, en fait, il y a tout ce qu'il faut sur place. Donc, il y a, alors je prends des exemples. Il y a Gaël Pogam qui fait de la viande de bœuf à Plouidère. Ça s'appelle Mes produits fermiers. Il y a également Pascal Bescon sur Tréflaise qui fait du poulet fermier. Il y a une ferme bio sur Tréflaise également qui fait des légumes bio. Ça s'appelle Plein le Boutoc. Il y a également Marc Pogam sur Lannoirenaud qui fait également des légumes bio. Et Élodie et Richard sur Ploudaniel, ça s'appelle Le Groin de Folie, qui font du porc Label Rouge. D'accord, donc tous ces gens, vous les connaissez, vous êtes allés sur leurs exploitations. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces bons produits? Quelle est l'idée en fait de votre projet du local dans le bocal? Dites-nous. En fait, l'idée, c'est de prendre tous ces ingrédients et de les mettre dans des bocaux et de faire des plats préparés avec. Donc pas des boîtes de conserve, hein. On fait tout de suite la nuance. Des bocaux. Voilà, donc, des bocaux. Quelle est la différence alors? La différence, c'est qu'un bocal, c'est du verre et c'est recyclable. Contrairement à une boîte de conserve qui est ensuite jetée et retraitée peut-être derrière, mais qui sera toujours plus néfaste pour la planète. Un bocal pourrait être réutilisé plusieurs fois. Il y aura une consigne dessus, c'est-à-dire que les personnes qui reviendront acheter ces produits ramèneront leur bocal vide. Il sera lavé, désinfecté et pourra être réutilisé par la suite. Donc voilà. On va les trouver où, vos bocaux? Alors, dans l'idéal, ça serait de les vendre dans les épiceries fines. Oui. Également dans les différentes supérettes par chez moi, pour commencer. Et j'ai également le projet en fait, de vendre soit également aux bars qui ont un espace snacking, et également aux sociétés qui ont par exemple une salle de pause, qui ne disposent pas de restauration sur place, mais qui ont une salle de pause. Et chaque personne pourra en fait acheter son bocal et le réchauffer sur place. Et puis manger quelque chose de sain et de local. C'est une très bonne idée. Alors vous demandez un petit peu d'argent sur la plateforme Kengo pour arriver justement au bout de ce projet. Vous demandez combien? 5 000 €. 5 000 € qui vont servir à quoi précisément? En fait, il y a pas mal d'étapes pour arriver à commercialiser les bocaux. C'est-à-dire qu'il faut du matériel pour faire les choses bien. Il faut une cellule de refroidissement. Il faut un four, ça, le four je l'ai déjà, et après il faut également un laboratoire privé qui s'appelle le CTCPA, c'est à Nantes. Il y a une personne qui va venir en fait certifier la façon de faire des bocaux, et tout ça, ça a un prix. C'est pour ça que j'ai lancé une cagnotte participative sur Kengo pour essayer de concrétiser ce projet. Alors, il reste combien de jours pour participer à cette cagnotte? Dites-nous. Vous avez déjà récolté un petit peu, hein? Vous avez récolté... Oui, on est à peu près à 1 600 € sur les 5 000, et la cagnotte est en ligne jusqu'au 20 janvier. Jusqu'au 20 janvier, sur Kengo. Quelle est la différence dans les termes de date limite de consommation? Les DLC ne sont pas les mêmes quand il s'agit de boîtes de conserve ou de bocaux. Expliquez-nous un peu cette nuance. En fait, c'est la façon dont je vais faire qui n'est pas la même. Voilà. C'est-à-dire que moi, la façon dont je souhaite faire mes bocaux, ça, c'est de la stérilisation. La différence, en fait, c'est la conservation qui sera moins longue. Il faudra également les conserver au frais. Et la différence, c'est que la qualité de sortie du bocal sera exactement la même que quand les ingrédients sont rentrés dedans. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez manger comme si vous veniez de le faire. Ouais. Donc avec la préservation de toutes les vitamines, de tous les minéraux. Et voilà, exactement. Là, on est vraiment dans le meilleur du produit. En fait, l'intérêt, c'est que les gens mangent quelque chose de plus sain qu'une boîte de conserve classique, et avec des produits de notre région. Voilà. Du circuit court, du régional, du bio. On a la chance d'être dans une région où c'est vrai que nous, c'est des petites communes où beaucoup de gens connaissent les agriculteurs du coin. Donc en fait, tout se rejoint, quoi. Finalement, on a la chance de tout avoir sur place et les gens se connaissent. Donc,
Voilà. Un cercle vertueux. Peut-être des bocaux bientôt dans les cabanadons, sait-on jamais. Pourquoi pas? Mais oui, vous devriez faire un tour dans les cabanadons, vous pourrez peut-être trouver des bocaux pour développer. Ou un frigo magique, peut-être un frigo magique où les gens pourraient échanger leurs bocaux, ou en tout cas trouver les vôtres. On va lancer le projet. Ce serait peut-être une idée. Est-ce que vous souhaitez transmettre ces valeurs aux enfants? Parce que on sait que c'est important. Oui, carrément, c'est très important. En fait, on se rend compte de plus en plus que les gens prennent de plus en plus conscience que le bien manger, c'est aussi passer par toutes ces étapes. Que je pense qu'il vaut mieux. C'est vrai qu'on est dans une période où les agriculteurs sont un petit peu mal vus. Mais en fait, je suis persuadé qu'il vaut mieux manger local, même si c'est pas forcément bio, que d'aller acheter des produits qui viennent d'ailleurs. La planète, de toute façon, y gagnera et tout le monde y gagnera au final. Et les enfants on le voit de par les dialogues qui se passent dans les écoles, que c'est vraiment eux qui vont apporter la solution à tous les problèmes de la planète. Et l'avenir. Alors ça tombe bien que vous parliez d'école parce que peut-être ne savez-vous pas, mais il existe un musée de l'école qui est niché en Centre-Bretagne. Il est situé dans un hameau de Saint-Nicolas-du-Pélem et il recèle, vous allez voir, une très riche collection qui témoigne de l'évolution de la vie scolaire depuis près de 150 ans. Je vous propose de découvrir ce reportage de Nathalie Rossignol, Fabrice Leroy et Hélène Nota. C'est une plongée dans le passé qui démarre sous la pluie dans un chemin creux et plutôt boueux. 2 kilomètres à parcourir à travers la campagne pour rejoindre l'école du hameau de Botoa à Saint-Nicolas-du-Pélem. Une épreuve quotidienne pour les enfants des années 30, mais bien peu familière pour ces élèves de CM2, habitués au confort des voitures de leurs parents. J'avais les chaussettes trempées, du coup j'aimais pas trop. Ça devait être dur pour eux de faire ce chemin tous les jours avec des sabots. Donc en résumé, on s'assoit, on croise ses bras et on se tait. Et l'immersion se poursuit avec un maître plus vrai que nature. Il y a un paillasson, donc n'hésitez pas à essuyer vos pieds. En classe. Dans un décor authentique, comme figé depuis près d'un siècle. Allez, 2 ici devant. Une matinée d'école, à l'époque de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, commençait toujours par une leçon de morale. Alors qu'est-ce qu'une leçon de morale? C'est une histoire que je vais vous lire. De cette histoire, nous allons tirer une phrase que vous allez devoir recopier et apprendre par cœur. Depuis la création du musée en 1994, grâce à un couple attaché à sauvegarder ce patrimoine scolaire, l'idée est demeurée intacte, qu'au-delà des mots, les enfants revivent vraiment le quotidien de leurs aïeux. L'enfant qui gaspille est une lourde charge pour sa famille. L'autre exercice de cette journée, l'usage d'un outil délaissé, le porte-plume. Jusqu'à quelle petite ligne ça descend? Tenez-vous droit, les épaules en arrière, les 2 pieds à plat au sol. Théo, regarde le modèle. Plus tu t'éloignes du modèle, moins ça ressemble à un T. Outre les classes, ce sont aussi les familles qui sont invitées toute l'année à ce retour en arrière, lors de dictées ou d'épreuves du certificat d'études par exemple. Tout le monde est très très appliqué, quel que soit l'âge. Et c'est amusant aussi de pouvoir comparer finalement son vécu, ses souvenirs d'enfance, que ce soit à 90 ans ou aujourd'hui, de pouvoir discuter finalement à l'intérieur d'une même famille pour comparer nos souvenirs d'école. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents portaient un vêtement que vous ne daigniez plus mettre pour aller à l'école. De quel vêtement il s'agit? On lève son doigt. Une blouse, alors expliquez-moi pourquoi. Des blouses, les réserves du musée en recèlent une belle collection. On garde beaucoup de blouses d'écoliers et d'écolières. Donc là, voici un des modèles de filles. Et comme avait mon collègue ce matin, les blouses de garçons sont plutôt des blouses grises en fait. Voilà. On y trouve aussi des cartes murales, des centaines de manuels scolaires, les plus vieux datant de 1880. Mais la plus grande richesse de ce fonds très varié, ce sont surtout les cahiers d'écoliers, plus de 3000. C'est des témoignages uniques. Et on collecte encore régulièrement des cahiers. On appelle aux dons justement régulièrement toutes les personnes au lieu de les jeter. Des dons qui permettent d'étoffer les expositions temporaires ou de nourrir les travaux de chercheurs. Quand un élève travaille bien, on lui donne un bon grade. Et celui qui ne connaît pas sa leçon, on prend la règle et paf! Ça faisait un peu peur de le mettre alors. Je pense qu'ils ont été impressionnés de voir le décalage justement entre la vie scolaire qu'ils vivent au quotidien et la vie à l'école au début du siècle, la vie des arrière-grands-parents. C'est peut-être
peut-être exagéré ou pas, ça dépend. Enfin, certains des anciens vont dire « Ah bah ouais, non, si c'était comme ça ». Après, tous les enseignants n'étaient pas comme ça, bien évidemment, mais c'est juste leur montrer voilà, comment une ambiance de classe où on n'est pas forcément conciliant et on n'est pas forcément bienveillant, comme on le demande à des enseignants aujourd'hui, quoi. Bon, je crois que je vais préférer l'école maintenant qu'avant. D'un coup de baguette, les enfants retournent dans le présent, mais nul doute que leur mémoire gardera le souvenir de cette journée dans ce musée où le temps s'est arrêté. Bon, il y en a peut-être qui sont repartis traumatisés, hein, on ne sait pas. En tout cas, ils vont apprécier encore plus leur école d'aujourd'hui, je pense, hein, pour certains. Je pense que c'est le but en plus. Je crois que c'est ça. Voilà. Allez, on va faire un petit voyage, pas dans le temps, mais un voyage new-yorkais avec vous, Aurélie. Vous allez nous proposer la décoration dans un esprit loft. Hein, c'est un petit peu ça, une décoration, un aménagement d'intérieur. Voilà, c'est ça. On est sur un projet du coup d'aménagement de maison où les clients ont voulu faire une extension. Ils nous ont confié uniquement les plans en nous disant bah, voilà, vous avez carte blanche pour aménager dans un esprit new-yorkais. C'est sympa, loft. carte blanche. Carte blanche, alors là, c'est... Allons-y. Alors, quel est le contexte de ce projet ? Bah justement, le client, voilà, il fait une extension et il nous donne uniquement les plans. Donc le projet, c'est celui-là. On voit sur la partie droite la pièce avec la cuisine et la salle à manger. Donc ça, ce qui est assez pratique, de venir disposer la salle à manger pas loin de la cuisine. Et puis à gauche, l'extension de la maison qui a été créée. On va positionner le coin salon sur un sol plutôt parquet bois. D'accord. Alors c'est vraiment sympa. Quels sont les éléments de déco finalement qu'on va pouvoir retrouver pour ce style loft new-yorkais ? Alors ce qu'on utilise pour avoir le style new-yorkais, ça va être sur le mur une brique rouge qui va donner beaucoup de matière et cette ambiance loft. On a vu que les sols étaient plutôt carrelage noir et puis parquet bois. On va réutiliser les mêmes teintes pour tout ce qui est mobilier façade. Et puis on va avoir appliqué en peinture, on va avoir utilisé un gris tonus et en matière, là, on est avec des tissus gris chinés, un peu d'osier pour réchauffer et puis des tissus très à la mode aussi wax pour là aussi amener un peu plus de gaieté, d'ambiance. Qu'est-ce que c'est des tissus wax ? C'est les motifs en fait des tissus qui sont assez colorés, qu'on retrouve de plus en plus aujourd'hui sur des mobiliers qu'on avait aussi beaucoup sur des vêtements tissus wax. Bah, vous verrez dans un des fauteuils. Là par exemple, le fauteuil en bas à gauche, c'est avec un tissu wax. D'accord. Alors, on va visiter cette maison, justement, à l'aide de vos photos. Ouais, sélection de mobilier, donc style new-yorkais. Et puis, pour emmener les clients, on a fait un petit pêle-mêle de cadres avec justement des photos assez typiques. Broadway, Flatiron, les escaliers, les fameux escaliers de secours dans les rues new-yorkaises. Donc là, normalement, ils vont être plongés dans le décor, dans l'ambiance. Et donc ensuite, voilà, on va voir les photos en 3D pour mieux visualiser ce que ça donne. On arrive donc dans la salle à manger, on part là de la cuisine, on arrive dans la salle à manger. On a travaillé du coup dans un style très new-yorkais et on a ramené aussi une ambiance plus végétale. En face, on voit la bibliothèque en bois et métal, où on va venir apposer plein de plantes. Et puis, on va pouvoir avancer un petit peu dans cette salle à manger et voir sur le fond un beau papier peint dans un style panoramique qui va... un papier peint panoramique plutôt. Donc c'est une forêt un peu. Oui, c'est ça, tropical, en noir et blanc. Donc justement sur un fond de peinture gris tonus qui vient donner vraiment de la perspective à cette pièce. Et donc si on se dirige de l'autre côté, vers l'espace salon, donc là on l'aperçoit, on a une verrière, là aussi on retrouve des connotations style loft. On va pouvoir rentrer dans cet espace, venir se poser, et là on va retrouver donc les cadres pêle-mêle style new-yorkais, le canapé en tissu gris chiné, et puis un fauteuil assez célèbre qui donne aussi ce style new-yorkais. Et puis une composition murale pour venir mettre la télé et puis quelques bibelots.
c'est chouette tout ça. Est-ce qu'on peut essayer de voir ça en réalité virtuelle? Mais oui, tout à fait. Est-ce que Céline, allez, Céline va tester au jeu? Je veux bien faire cobaye. Voilà. 30 secondes pour voir ça en réalité virtuelle. Très bien. Vous allez pouvoir regarder ça. Voilà. Et là, ce qui était aussi une idée qui est, je pense, une bonne idée à partager sur le projet. On a une pièce salle à manger qui est assez grande, et ce qui fait qu'on a pu mettre un petit coin, un petit salon d'été en fait devant la baie vitrée, et qu'on peut alterner l'hiver devant le poêle. Et ça, je trouve que c'est assez sympa chez soi quand on a un peu de place, de pouvoir bouger le mobilier, puisque l'été, l'hiver, on vit pas de la même manière, et donc de pouvoir plus profiter des zones selon la saison, quoi. C'est une très belle idée. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à vous. Merci infiniment. On va tout de suite retrouver Billy à la SPA de Rennes. Billy, c'est à vous. Bonjour Jennifer. Bonjour Billy. Alors moi j'ai une patate de folie. Mais il fait quand même bien froid en ce moment. Hein. Il fait bien froid, oui. Mais bon, avec Ethan, ça réchauffe. Yes, donc les chiens favoris de Jennifer, ce sont les petits Rottweiler. Alors on en voit régulièrement. Oui, c'est une race que j'apprécie énormément, qui a malheureusement souvent une très mauvaise réputation. C'est ce que j'allais dire, c'est une race qui a une mauvaise image. Ce sont des chiens mais vraiment formidables et qui ont beaucoup à apporter. Après, c'est vrai que c'est des chiens avec qui il faut une relation, ça je ne dirais jamais assez. Il faut être, avoir quand même... Voilà, c'est pas un chihuahua. Il faut avoir soi-même quand même aussi du caractère. Hein, d'accord. Ce type de chien, c'est sûr qu'il ne faut pas être trop sensible soi-même. Il faut savoir ce qu'on veut, parce que c'est des chiens qui savent ce qu'ils veulent. Et du coup, c'est important de bien pouvoir les gérer. Ça, c'est très très important. Une fois qu'ils sont bien pris en main, c'est des chiens extraordinaires. Super. Alors, une famille, est-ce qu'on peut avoir des enfants? Alors, on évitera les très jeunes enfants. Okay. S'il y a des adolescents, pourquoi pas? D'accord. Après, voilà, on évitera chien, chat et très jeunes enfants. Ok. Donc, pas de chien, pas de chat. Pas de très jeunes enfants, ouais, mais une relation unique et magique. Enfin, vraiment quelque chose. Enfin, avec un beau moi, j'en parle vraiment avec le cœur de cette race parce que c'est une race qui me tient énormément à cœur. Comme quel âge il a, Ethan? Il a 6 ans. 6 ans. Bah oui, tu vois, il veut des câlins. Il est plein d'amour. C'est une relation très forte. Même s'il n'aime pas ses congénères, c'est pas le genre de chien qui va aboyer sur les chiens quand il les voit. Enfin, en balade, il est très agréable. On a le droit des fois de ne pas aimer tout le monde. C'est ça. C'est des chiens qui sont extrêmement polyvalents, qui va pouvoir vous suivre pendant des heures en balade, mais qui va pouvoir être très calme aussi en intérieur. Qui va garder la maison. C'est un chien qui a eu un passé. En fait, il a été trouvé tout seul dans un appartement. Il avait été laissé à l'abandon. D'accord. Donc, il a repris du poids, il a repris confiance en l'humain et maintenant, il est enfin tranquille. Et il a besoin d'avoir une maison. Eh bien, écoutez, on a bien compris que ce petit Ethan était là, plein d'amour. Plein d'amour, plein d'énergie. Ici, au refuge à SPA de Rennes. Et puis, demain, on va mettre un petit parapluie, quelque chose de chaud autour de nous là, pour avoir de la chaleur. Allez, bonne journée tout le monde. À bientôt. À bientôt. Salut Ethan. Ciao, ciao. Et Billy, n'oubliez pas de prendre soin de votre peau en hiver quand vous êtes dehors. Et oui, il faut faire attention. Allez, Ethan compte sur vous. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 10h45. On évoquera entre autres les vertus du rire. Bah oui, ici on aime beaucoup rire dans cette émission. Et ben on parlera de ça demain. Excellente journée sur France 3 Bretagne. On vous souhaite une belle soirée également. À demain, Kenavo.